Bonjour Bonjour Jordan. Jordan, ça va? Salut, ça va? Alors depuis la dernière fois, tu es devenu une star. Ouais. On est très fiers de t'avoir découvert. Donc tu es. Alors si Tristan fait exactement la même chose que moi, ça va pas marcher. Donc Eh, tu vas nous dire, est-ce que maintenant les filles te reconnaissent dans la rue? Tu vois, oh, c'est lui que j'ai vu à la télé. Ou plutôt, plus Alors, sérieusement, oui. disons que la médiatisation de mon affaire, elle a été très suivie, notamment grâce à un journal local, le Dauphiné Libéré, qui sert un peu d'AFP local en fait en Savoie et en Haute-Savoie. Et derrière, t'as tous les médias locaux qui se saisissent de ce qu'ils écrivent. Et donc juste après le passage chez vous, il y a de ça à peu près 3 semaines, un mois, je sais plus exactement. Dans la foulée, il y a eu une journaliste du Dauphiné qui m'a contacté, et de là, ça s'est enchaîné. Avec notamment en point d'orgue un passage télé dans une télé locale certes, mais tout de même un reportage complet sur la situation. Euh, donc c'est malheureux à dire, mais en fait sans passer par les médias aujourd'hui, ce type de médias, la situation les situations comme la mienne ne bougent pas beaucoup. Donc c'est grâce notamment à ces multiplications de passages médias que les situations évoluent et changent. Alors justement, est-ce que tu peux nous résumer rapidement, quelle est ta situation? Depuis quand, effectivement, tu ne touches pas de salaire? Quelle est l'excuse? Puisque j'ai vu que dans le reportage, il y avait une excuse qui était donnée par le rectorat, tellement moisie que bon, bref, j'en passe. Et c'est quoi la perspective actuelle? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais la faire en synthétique. Je ne suis pas payé depuis fin septembre par l'éducation nationale. Depuis fin septembre, je suis pas payé. Euh, Disons que quand je m'en suis rendu compte, c'était les vacances de la Toussaint, donc j'ai pas pu agir sur l'instant puisque les services étaient fermés, ils étaient en congé. Et au moment où on a commencé à faire, on va dire, à se mobiliser au sein de l'établissement, puisque j'ai été très soutenu par les collègues, on a commencé à avoir des retours du rectorat qui nous expliquaient qu'effectivement, il fallait pas que je compte sur la paye du mois de novembre, mais qu'il fallait que j'attende celle du mois de décembre, qui est censée tomber demain. Donc on va voir. Et entre-temps, j'ai un collègue syndiqué, relais syndical de l'établissement, qui a contacté plusieurs médias et qui, par tous ces passages médias, a permis, on va dire, de faire bouger les choses au plus haut niveau, puisque c'est la secrétaire adjointe à la rectrice elle-même qui a contacté ma chef d'établissement pour essayer de clarifier la situation. Que quand on fait du bruit, on est écouté apparemment. La situation, bon bah apparemment c'est des histoires de mise en paiement en retard, qui fait que je ne peux pas être payé avant ce mois de décembre. Euh, Ils me promettent qu'elle est débloquée, mais aux journalistes, ils ont, on va dire, enfin, ils ont fait un communiqué aux journalistes lorsque ceux-ci les contactaient, qui, alors, soit est mensonger, soit est trompeur, puisque dans le communiqué du rectorat, il est dit que le rectorat me soutient donc dans mes démarches pour m'aider à pallier à cette situation depuis le tout début. Et surtout, ce qui est gênant, c'est qu'ils expriment l'idée qu'ils m'ont versé 2 acomptes pour m'aider. Or, c'est faux. Puisque j'ai eu quelqu'un du rectorat, alors je sais plus qui exactement, mais qui m'a dit à l'oral au téléphone que je n'en aurais qu'un acompte. Or, aux journalistes, ils expliquent qu'ils m'en donnent deux, ce qui est un mensonge. Ou alors une erreur de communication au sein du rectorat. Ou bien parce qu'ils ont considéré que celui qui t'ont donné, c'était l'ensemble de 2 acomptes? Alors, je me suis dit ça au début, mais non, non, j'ai bien vérifié les montants, puisque les montants d'acompte, c'est réglementé. Et vu de la réglementation, non, j'ai bien eu un seul acompte. Alors, les mais gens posent des questions. je vois, oui, dans le chat, mais il y en a qui disent, par exemple, Cathy, c'est toujours comme ça quand on devient fonctionnaire. Mais il faut préciser que tu l'étais déjà dans une autre académie, c'est pas ta première année. Pour ceux qui connaîtraient pas ma situation, effectivement, ça fait 3 ans que je suis fonctionnaire. J'ai été payé sans gros problème jusque-là. Alors j'ai eu des petits soucis de paye, effectivement, quand j'ai commencé le métier. Par exemple, le tout premier mois où j'ai travaillé, il m'a pas été payé, il m'a été payé euh, en retard. Mais après, à part cela, j'ai pas eu de gros soucis. J'ai été payé normalement. Donc il n'y a pas de changement majeur dans ma vie professionnelle. Le gros changement qu'il y a eu, c'est que j'ai été muté d'une académie à une autre. Mais, et c'est le mais,
il y a des procédures au sein de l'éducation nationale où quand on change d'académie, on a un mois, le mois de septembre, le mois de la rentrée, où on est payé par son académie d'origine. Et c'est fait exprès justement pour laisser le temps à l'académie d'accueil, en l'occurrence la mienne c'est Grenoble, de se mettre à jour dans les papiers, dans l'administration pour me payer à temps. Ce qui là n'a servi à rien. Mais alors, justement, donc les gens demandent, tu es agrégé, tu es certifié, c'est quoi Alors, je suis certifié en Ouais. histoire-géographie. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le milieu, être certifié, ça veut dire qu'on doit faire 18 heures semaine devant un élève. Donc moi, j'ai en plus de ça, j'ai des heures supplémentaires. J'ai une charge de prof principal et de prof principal de troisième. Et, euh, et donc l'entièreté voilà, de mon salaire, que ce soit mon salaire de base en tant que certifié ou mes primes en tant que prof principal ou mes heures supplémentaires, aucun de ces montants n'a été payé. Voilà. Donc effectivement, donc tu changes d'académie, donc bien sûr, c'est toujours, «Ah ça», je pense qu'on a dû te le sortir celui-là, «Ça arrive, c'est pas de chance, il y a eu une anomalie» et cetera. Le truc, c'est qu'effectivement, on accepte l'inacceptable. Normalement, dans un cas comme le tien, quelqu'un devrait être sanctionné. Dans un Tout à système fait, qui marche, quelqu'un devrait être sanctionné. Ce sera pas le cas. Pourquoi? Parce que probablement que la personne qui a fait l'erreur, elle est dans une situation aussi d'absence de moyens et tout à fait. donc en Non, non, fait oui, vas-y. non, j'allais dire exactement que c'est en fait, moi je ne jette la pierre sur personne, et d'ailleurs l'ensemble de mes collègues ne jettent la pierre sur personne. C'est-à-dire que nous on jette plutôt la pierre sur un système qui est très cloisonné, qui est très opaque, et qui n'a pas la puissance publique nécessaire pour débloquer ce genre de situation. Parce que dans une institution qui fonctionne normalement, quand on a un agent fonctionnaire d'État qui n'est pas payé, eh ben on débloque un fonds, je sais pas, après le moyen qu'ils veulent, on débloque un fonds et on le paye dans la journée. Or, d'après les fonctionnements des rectorats, c'est apparemment physiquement impossible, puisque toi, Pedro, toi, Tristan ou moi-même, on peut tout à fait faire un virement instantané depuis notre téléphone, mais pour le rectorat, les virements prennent 3 semaines à un mois et demi. Et c'est tout ce système-là, en fait, qui est problématique. C'est pas la faute d'une personne en particulier. Oui, non, mais ça m'étonne qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une espèce de aussi défaitisme. C'est aussi ce que j'ai remarqué là ces temps-ci dans les rectorats, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens, donc bah, ça déconne, donc mais ça déconne parce qu'on n'a pas de moyens et en fait, tout le monde accepte en fait des situations dégradées de travail en les transformant en normes. Mm. Il faut Oui, comprendre aussi la bureaucratie derrière l'éducation nationale et cette administration qui est extrêmement lente. Parce que c'est pas bon. Jordan est un collègue, on travaille dans deux morceaux différents d'établissement, lui en tant qu'enseignant, moi en vie scolaire. Euh, comment te dire, et je crois que tu l'avais expliqué lors de la dernière fois, que tu te retrouves pour une question de paye à devoir passer par déjà l'établissement référent de paye, qui passe ensuite par le rectorat passe par le ministère de l'enseignement, le ministère de l'enseignement passe par ensuite une branche du budget pour venir te chercher l'argent qui est viré sur un compte pour revenir ensuite vers toi. Tu C'est t'en ça, sors pas. Tu c'est t'en ça. sors pas. Dans le privé, tu vas voir le patron, le gestionnaire ou le mec qui gère les sous. Tu fais une grève avec tes collègues devant son bureau et il te paye. Là, tu ne peux Mm. rien faire. Je veux bien que l'institution soit une très grosse institution. Enfin, je veux dire, euh, quand on a c'est comme une sorte de grosse entreprise à plus d'1 million de personnel. Enfin, je pense que c'est très compliqué à gérer. Mais même pour des très très grosses entreprises qui ont des employés à travers le monde entier, il y a forcément un intermédiaire auquel on peut parler directement qui nous débloque la situation. Or là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les procédures sont toutes cloisonnées, tout est en vase clos, et ceux à qui on a affaire pour débloquer les situations qui sont de très bonne foi, hein, qui essayent de faire leur maximum pour nous aider, euh, eux sont l'intermédiaire entre nous et le service de paiement. Les services de paiement est dans la réglementation est inaccessible pour les agents. On ne peut pas, ce n'est pas possible de les contacter. Il n'y a aucun moyen légal de les contacter. alors, je vois Gaïssi qui dit: «Oui, qu'il aille dans les lycées privés». Alors, je vais peut-être, donner un scoop. C'est l'éducation nationale qui paye les profs dans les lycées privés. Tout à fait. Heu, À c'est, hauteur de 80%, hein, les budgets du privé, c'est le pognon du public. 80% en moyenne.
Oui, les tout à fait. profs, les établissements sous contrat, c'est des profs de l'éducation nationale. Oui, C'est et il pour ça faut pas imaginer le privé comme des établissements où le principal, le chef d'établissement, serait un chef d'entreprise qui paye ses employés avec un service RH, etc. Le lycée privé sous c'est contrat, le cas des hors c'est contrats. oui, C'est le hors cas contrat, mais c'est une toute petite minorité d'établissements en France. Les lycées privés sous contrat euh, fonctionnent selon les mêmes programmes, selon le même service de paiement que le public. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils ont une partie financée par les parents. Ouais, alors moi, il y a juste un truc, par rapport à ce que tu as dit, Tristan. Pour moi, le problème, c'est pas la lourdeur administrative, c'est que tu peux assumer une lourdeur administrative si derrière tu as des gens qui traitent, en fait. Oui, mais ta Tout machine, il y a simplement. plus personne derrière. Oui, mais justement, mais la simplification, c'est pas la solution, c'est de remettre des gens. Oui, bien sûr, c'est C'est exactement. voilà, c'est-à-dire que si pou la lenteur des dossiers, en fait, parce que souvent, on nous dit: «Oui, mais parce que c'est trop compliqué». En fait, c'est pas que c'est trop compliqué. C'est que, bah, c'est clair que si quelqu'un a une capacité de traiter 20 dossiers par jour et qu'on lui en donne 60, bah, au fur et à mesure, le retard va se prendre, il va devenir à un moment insurmontable. Et donc, typiquement, potentiellement, je pense que dans ton cas, Jordan, c'est typiquement le cas d'un dossier qui est mis à la queue d'un truc et qui, à un moment, sera traité. Et quand la personne va traiter, elle fait merde, ça fait, pardon, du vocabulaire, mais ça fait un certain temps que ce dossier il était en souffrance. Mais techniquement, alors je sais qu'il y avait des lois qui avaient changé sur des obligations administratives de traiter vite les choses. On n'en est pas sorti. Alors, donc il y a pas mal de questions. Moi, la question que j'ai, c'est aujourd'hui, comment tu fais toi pour garder le moral en fait? Ah, hem, uniquement par le soutien des gens qui sont autour de moi. C'est un soutien énorme, hein. Vraiment, j'ai le soutien de ma famille, de ma compagne, bien sûr, c'est le principal. Et puis, en fait, les collègues. Dès que j'arrive, j'ai ce soutien des collègues. Je suis dans un établissement où tous les collègues sont hyper bienveillants. Collègues, professeurs, mais aussi de la vie scolaire, de l'administration et le personnel du collège. J'ai un Mmh. soutien de l'ensemble de ces acteurs-là. J'ai un énorme soutien de la part des élèves qui demandent à chaque heure de cours des nouvelles sur ma situation, qui s'inquiètent sincèrement de ma situation. Ça me touche sincèrement de voir ça. Et j'ai aussi eu un énorme soutien des parents d'élèves qui ont organisé une manifestation. Et ça, c'est un truc qu'il faut souligner parce qu'on a trop tendance dans beaucoup de médias à opposer profs et parents comme si c'était deux équipes adverses qui s'affrontaient sur le champ de l'éducation des enfants. Et sauf qu'en fait non. Moi, j'ai eu la preuve que les parents pouvaient être un plein soutien envers les professeurs. Et c'est hyper touchant d'arriver un matin au collège et de voir 30, 40 parents avec des banderoles manifester devant le collège. C'est hyper touchant. Ah ben non, ça fait plaisir à entendre parce qu'effectivement, comme tu as dit, il y a trop de gens qui essayent d'opposer, les profs et les parents et cetera. Et bah, ce que tu dis est fondamental. C'est-à-dire que, malheureusement, dans beaucoup de cas de profs, on a vu une absence de soutien, de la part des parents. C'est pas forcément acquis. Alors peut-être, est-ce que c'est parce que là, il s'agit d'une question financière et que tout le monde peut se projeter dedans? Oui, en fait, c'est un peu triste à dire, mais je pense sincèrement que le fait de ne pas payer, ça questionne tout le monde parce que tout le monde a besoin d'un salaire pour vivre et tout parent, quel qu'il soit, même s'il n'est pas le premier des défenseurs de l'école publique, comprend que quelqu'un qui n'est pas payé alors qu'il a effectué un travail, c'est une honte. Par contre, et c'est ça qui est, je pense, le plus difficile, c'est quand on a des problèmes en tant que professeur sur d'autres questions qui sont plus d'ordre philosophique. Question de laïcité par exemple. Et là, ça parle moins aux citoyens que sont les parents, j'ai l'impression. Et avoir le soutien sur des questions comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. La question matérielle du salaire, c'est quelque chose qui va forcément rassembler parents et professeurs. Oui, non, mais c'est bien. C'est vrai que, moi, je vais donner un autre exemple, que dont j'ai eu connaissance hier. Il y a des trucs dans les établissements, en particulier, ce qu'on appelle les ESS, équipes de suivi de scolarité. Alors hier, j'ai quelqu'un qui me contacte, qui me dit, a été contacté une demi heure
avant le SS, on avait oublié de la convoquer et donc bon ça, on dit: «Est-ce que vous pouvez venir à la réunion?» et la réunion doit déterminer le suivi de l'enfant pour le passage du brevet. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va y avoir des aménagements ou pas? Donc quelque chose qui aurait dû être réfléchi, préparé et cetera. Bien sûr, les profs ont pas été prévenus. La réunion est passée, de manière très dégradée puisque personne n'était prêt, personne n'avait les infos et cetera. Ils avaient alors qu'on est au collège, l'enfant devait venir, mais en fait, personne ne savait où était l'enfant parce que l'enfant était à la piscine. Bref, des conditions exécrables pour faire une réunion. Ils ont réussi à faire le truc quand même, mais et pendant cette réunion, ce que cette personne m'a dit et qui l'a beaucoup choqué, c'est que les gens, la personne se plaint donc voilà, c'est pas normal, qu'on n'ait pas eu le temps de préparer, qu'on n'ait pas et on lui dit: «Bah, c'est des choses qui arrivent» et cette personne me dit: «Le problème, c'est qu'on peut pas dire ça. C'est des choses qui ne devraient pas arriver». Quand on part du principe «ça arrive», c'est qu'on banalise en fait des trucs inacceptables et pour moi Ah, ta situation, c'est un peu ça, en fait. tout à fait. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, Pedro, c'est exactement ça. On a un peu baissé les bras sur beaucoup de choses et on a beaucoup de personnes, que ce soit au sein de l'administration de l'éducation nationale, au sein d'un établissement, même parfois certains collègues, qui se disent bon bah c'est très dommage, c'est horrible ce qui t'arrive, etc. Mais ce sont des choses qui arrivent, ou alors oui mais tu comprends, c'est le fonctionnement de l'établissement de la de l'institution, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et en fait non, moi je pense qu'on peut y faire quelque chose et que c'est on doit y faire quelque chose. C'est même pas qu'on peut, c'est un devoir là d'agir sur ce genre de questions. Et tout à l'heure tu disais et Tristan aussi disait la même chose, qu'il y a un problème de présence humaine en fait, qui a un manque d'humain qui nous permettrait d'avoir des vrais interlocuteurs dans ce genre de difficultés. Moi, j'irais encore plus loin et je mettrais même une nuance là-dessus. Il y a effectivement un manque de personnel qui est complètement surchargé, qui doit gérer 70 dossiers au lieu de 35. Enfin, c'est sur les temps quotidiens, c'est pas possible à gérer. Donc déjà, il y a un problème de personnel, mais il y a aussi un problème de machine, parce que certes, on essaye d'informatiser les procédures, mais c'est extrêmement mal fait. Je prends le cas des procédures de mutation. Certaines académies en sont encore à vérifier les mutations au papier et au stylo. Bah, c'est parfois N'importe quelle mieux, hein. institution qui fonctionne à peu près correct. Pardon. Parfois, c'est mieux qu'un système informatique pété, hein, mais bon. Bah alors, oui, mais Oui, ça te justement, en mobilise fait, des c'est agents n'importe quelle dessus. voilà, c'est ça, tu perds du temps. Il y a par exemple le cas des mutations, c'est tout bête. C'est on a dans telle zone géographique, on a tant de postes dans telle discipline, et autre volet, on a tant de personnels qui ont tant d'heures à faire. Et ben avec n'importe quelle institution qui fonctionnerait correctement aurait développé depuis 20 ans un logiciel qui te calcule les répartitions selon différents critères que tu intégrerais au logiciel. Ce n'est pas le cas. Ils sont encore sur des machines qui ressemblent à des Minitel. Et on se retrouve donc face à des aberrations de mutation où on a, par exemple, moi je l'ai le cas dans mon académie, quelqu'un qui habite à Annecy et qui est muté en Ardèche, à Aubenas, et quelqu'un qui habite à Aubenas et qui est muté à Annecy, pour le même poste, le même nombre d'heures. Et Mais ça, c'est alors, typiquement dû à une institution qui ne sait pas utiliser les outils informatiques à bon escient. je ne sais pas, est-ce que tu es familier, du programme Sirène? Alors non, pas du Heu tout. et ben, je vais partager. En fait, il faut savoir que, justement, l'éducation nationale avait bien conscience de cette affaire et donc elle avait commandé donc ce qu'on appelait le programme Sirène, donc un système qui devait gérer la paie des agents de l'éducation nationale et ils ont perdu 400 millions d'euros. C'était une catastrophe, le truc a été fait n'importe comment parce que le cahier des charges était mal foutu et cetera et donc le but, c'était de régler des problèmes comme le tien et d'harmoniser et cetera et ben, hem, C'était juste de la perte d'argent. oui, oui, non, mais tout à fait. 400 millions. Je crois qu'au total, alors là, je suis tombé sur un article de 2020, mais je crois que ça a co c'est je crois que la facture totale, c'est 670 millions d'euros. Imaginez ce qu'on peut faire et combien de profs on peut revaloriser avec 670 millions d'euros pour un logiciel qui n'a jamais servi. Hum, du grand Jamais. C'est un classique. Du truc qui grand n'a jamais classique. pu être mis en place parce qu'il était pété, donc ils ont arrêté. Alors, je ne sais pas qui sont les prestataires qui se sont gavés au milieu. Alors, je vois que Tristan se fait bâcher dans le chat parce qu'il a écrit
je lis LIT et donc en fait, c'est parce qu'il pensait à son lit. Donc Ouais, ça, c'est les lunettes. exactement, c'est, Non, mais moi, vous j'ai voyez? une question pour Jordan. Parce que bon, Dis-moi. demain, je dis nous parce que on a les mêmes employeurs, Oui. sommes censés être payés notre mois de décembre et donc toi, tu devrais avoir en plus les sous-sous qui te manquent. Oui. Si demain, à 23h59, tu n'as pas tes sous, est-ce que tu fais cramer ton établissement? Non, pas l'établissement, parce que Très l'établissement bien. n'est pas responsable de ce qui m'arrive. Euh, Bonne réponse. au-delà de la, au-delà de la blague, il y a un gros problème vis-à-vis de ce jour de paye du mois de décembre, c'est que demain soir, ce sont les vacances scolaires. Donc si demain, je n'ai pas ma paye, pendant 2 semaines, les services du rectorat vont être fermés. Donc ça veut dire que je ne peux pas commencer à mettre en place des procédures pour régulariser ce mois supplémentaire manquant avant le 6 janvier. Donc ça décale encore les dates de mise en paiement, sachant que j'ai appris par le rectorat que les paiements d'un mois sont lancés le 3 du mois. Donc si je les contacte le 6 janvier, le 3 étant passé, ma première paye, si jamais ils veulent vraiment régler les choses, ça sera pas fin janvier, ça sera fin février. Donc si demain je n'ai pas de paye, je peux partir du principe que je n'aurai pas de paye non plus au mois de janvier. Tu Et fais quoi? donc Tu il fais faudrait grève que alors? j'attende. Moi j'ai 2 solutions. Je vais directement voir madame la rectrice. Parce qu'à un moment, il faut parler à ceux qui peuvent peut-être agir sur les choses. Et deuxième option, je le dis ouvertement et je me cache pas, je me mets en arrêt pour burn-out. Ce qui est justifié vu ton état, on voit la différence par rapport à l'interview qu'on a fait avant où tu étais quand même Mmh. plus, plus joyeux, les traits moins tirés. Là, on commence à ressentir une certaine fatigue. Non mais en fait, il faut comprendre que avec vis-à-vis de cette situation, par exemple, là j'ai été malade, j'ai eu une sorte de sinusite, état grippal il y a une semaine. Euh, Comme j'avais des problèmes de salaire, je me suis dit je ne vais pas aller voir de médecin Ça parce coûtait trop que cher. ça veut dire que déjà ça va me coûter trop cher. S'il me met en arrêt, je vais perdre de l'argent, enfin, des jours de paye d'un salaire que je n'ai déjà pas. Donc en fait, j'étais dans un état de fatigue extrême. En plus, les mois de décembre, novembre-décembre sont très compliqués pour les profs. Il y a plein d'échéances qui sont compliquées. Euh, Plus l'arrivée de l'hiver, voilà, les conseils, les réunions parents-prof, plein de choses. Bah, j'étais dans un état de fatigue tel que donc j'ai bien sûr chopé une maladie et je me suis pas soigné parce que je pouvais pas me le permettre financièrement. C'est toute la problématique là. Donc après, c'est lié à d'autres questions qui se posent en ce moment au sein de l'éducation nationale, le jour de carence, etc. Quand on met en place des systèmes où les agents et les employés de manière générale ne peuvent plus se soigner, derrière on retrouve des employés et des agents qui sont encore plus faibles et qui, le jour où ils vont devoir se soigner, vont devoir prendre un vrai congé maladie, une vraie absence qui va être très 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 longue Et qui et coûtera plus cher à qui la coûtera plus cher. société, C'est à ça, tout le monde en fait. c'est ça. Mieux vaut soigner un petit rhume sur 2 jours que une embolie pulmonaire sur 3 mois. Alors, je suis désolé, moi, je reste sans voix hein, quand tu dis ça, parce que en France, un pays riche, quelqu'un qui peut, déjà de base, tout citoyen, peu importe ses revenus, devrait pouvoir se soigner. Mais Tout à qu'un fait. prof d'éducation nationale dise ça, moi, je sais pas. Si tu veux, il y a des trucs, tu te dis, tu touches le fond et en fait, on creuse encore, c'est pas possible en fait. Désolé, je suis ému, mais parce que ces trucs, c'est insupportable en fait, des situations comme ça. Je peux pas imaginer, si tu veux, quand tu décides de rentrer dans la fonction publique. Alors juste, je vais faire une critique. Quelqu'un, je crois, Jean-Pierre Leroux, disait que 18 heures, c'était pas beaucoup. C'est 18 heures devant les élèves. Hein. Il y a la préparation des cours, les corrections de Mais copies, etc. je pourrais en parler après de la question du temps horaire, hein, si Tout jamais. à fait. Mais Pour répondre à Monsieur Sarkozy. tout à fait. Mais quand même, quand on décide de s'engager, tu vois, de devenir fonctionnaire, c'est-à-dire un certain attachement à une république qui est que un projet commun. Et là, d'un seul coup, tu es jeune, c'est comme si, je sais pas, on piétinait ça, on disait, on en a je veux dire, ça devient la république maltraitante et c'est pas C'est le possible. cas, hein, c'est déjà le cas. Oui, c'est le cas, mais c'est pas acceptable, en C'est de fait. pire en pire. Je sais pas si c'est de pire en pire, c'est juste inacceptable. Je me pose pas la question parce qu'on dit toujours on peut c'est que c'est pas acceptable, en fait. C'est comme c'est pas acceptable qu'un mec grille, un feu rouge et renverse, 5 gosses,
c'est pas acceptable qu'un ministre pique dans la caisse, c'est pas acceptable qu'un fonctionnaire soit pas payé, point barre. Dans aucun système, ça peut marcher et Tout à fait. le fait que ce soit sur des mois, que les mecs disent: «Ah mais non, mais parce qu'on envoie le» mais j'en ai rien franchement, je vais te dire un truc. Moi, je serai aux commandes de ce pays, alors je vais faire du populisme de base, mais j'irai les choper par la peau du cul ceux qui payent. Je leur dis: «Eh, dans 10 minutes, c'est réglé. Tu appuies sur les boutons et tu règles le problème». On peut pas systématiquement alors nous, on lance les trucs le 3, donc c'est pas possible qu'il y ait pas un mec qui soit capable de le faire. Parce que pour les députés, et là, franchement, ça m'énerve, quand ils rentrent à l'Assemblée nationale, on leur fait des avances, hein. Il y a aucun problème pour leur faire des avances, leur filer des iPhones et les payer à l'heure. Ça, c'est clair que je pense, ou sinon, on va faire à l'envers. On va faire que les députés soient payés par l'éducation nationale. Comme ça, je pense qu'ils le sentiront et peut-être qu'ils se bougeront le cul pour régler le problème. Non, parce que c'est Mais inadmissible. si c'était oui, mais c'est que si jamais demain matin parce que la paye, si je l'ai pas demain à 8h, je l'aurai pas de la journée, hein. Généralement, le virement, il se fait il se fait en tout début de matinée. Donc si demain à 8h, j'ai pas ma paye, je peux être assuré que je l'aurai pas. Hem, la question va vraiment se poser de, quand est-ce que je vais descendre au rectorat de Grenoble? Parce que, Ben, si le seul moyen de faire bouger les choses, c'est de montrer sa présence physique aux personnes qui peuvent, changer les choses, alors, bah, je le ferai, pas le choix. Heu, je sais que des gens seraient prêts à m'accompagner, dans cette démarche, donc il y ah a bah, aucun tu nous problème. préviens, hein, nous on vient et on va couvrir ça et on va t'accompagner. C'est Merci. juste pas possible. Je refuse de croire qu'il y ait pas quelqu'un si on en est à un niveau tel de déresponsabilisation que quelqu'un peut pas que je veux dire quand un établissement brûle, quand, il y a bien quelqu'un qui débloque des trucs, des fonds d'urgence. Il y a quelque chose qui se passe. Imagine, alors je sais pas si c'est le cas, mais je pensais on parlait tout à l'heure des enfants, porteurs de handicap, mais, on sait que les AESH, je me souviens la mesquinerie de pas payer les vacances aux AESH, Mmh. d'embaucher de septembre à juin, juste pour pas payer 2 mois de congé. C'est bon, c'est moi je sais pas, c'est 2 mois qui je sont j'ai d'ailleurs 2 mois de congé qui sont essentiels, hein, pour les AESH au vu bah oui, de la difficulté de ce métier, de la charge, que c'est de suivre, X élèves à la semaine, dans des cas qui sont souvent très lourds, des cas d'autisme, des cas de là je parle des cas les plus graves, hein, d'autisme sévère où la l'élève en fait est vraiment très enfin c'est très pesant en fait de suivre ces élèves qui sont dans de telles situations. Les 2 mois de vacances, ils sont totalement mérités pour le coup. oui, beh, je il y a beaucoup, c'est pour ça que c'est un métier qui a du mal à retenir. Déjà, c'est très mal payé. Mmh. Parfois, il y a des enfants très durs, hein, à cause des pathologies et parfois irrévérencieux et cetera. C'est épuisant mentalement Bah, pour, si vous voulez quelques exemples, parce que ça c'est mon taf, hein, mmh. littéralement, enfin pas AESH, mais la vie scolaire, et on bosse avec les AESH justement bah, pour autant aider qu'encadrer ces élèves euh, bah, en fait, qui ont des problèmes, hein, tout simplement. Donc pas payés pendant les vacances, comparé à nous en vie scolaire, c'est-à-dire qu'on a le même salaire, mais eux, ils ont aucune vacances de payer. Et un jour, je suis une clope avec une AESH dehors, et elle me dit, bah écoute, moi j'ai jamais de vacances, parce que bah, quand je suis pas au collège, euh, pendant les vacances, je suis en claé en train d'accompagner les enfants. Donc jamais elle s'arrête. Et elle a des enfants en bas âge. Ta vie de famille n'existe pas, ton salaire n'existe pas, ta vie sociale n'existe pas, t'as aucune reconnaissance. Ces gens, ils finissent en burn-out au bout de 3-4 ans, hein, tout simplement. Et bah, Alors moi justement, quand, tout à l'heure, il y a un auditeur qui parlait du nombre d'heures des professeurs, des 18 heures, en expliquant que c'était pas beaucoup, 18 heures. Hem, faut bien comprendre quelque chose, c'est que 18 heures, c'est effectivement, comme vous l'avez dit les gars, c'est devant élèves. En dehors de ces temps-là, il y a du travail à faire. Hem, il y a la préparation des cours. Alors certains vont dire: «Oui, mais une fois que tu as fait ta préparation de cours, tu as plus besoin de les refaire». Déjà, c'est faux parce que les programmes changent et puis aussi au-delà des programmes qui changent, des fois on a le désir tout simplement de changer ses cours et de les préparer à nouveau. Ce et qu'il faut les élèves sont imaginer, pas les mêmes. enfin, les Les élèves élèves sont sont pas pas les les mêmes, il faut mêmes. s'adapter en Les adapter. permanence. Il faut s'adapter en permanence. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que
1 heure de préparation de cours au collège, enfin 1 heure de cours, ça prend à peu près 1 heure à être préparé. Quand vous êtes au lycée, c'est plus. L'année dernière, j'enseignais à des premières histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. 1 heure de cours, ça me mettait 2 heures, 3 heures en fonction de ce que je voulais faire à préparer. Donc on était sur un ratio de 2 pour 1, 3 pour 1. Et au-delà de ça, il y a aussi toutes les échéances, enfin toutes les obligations administratives externes. Moi, par exemple, je suis professeur principal, donc je dois m'occuper d'élèves de troisième. Ça veut dire gérer leur stage, gérer leur orientation, gérer les conseils de classe. Là, on sort d'une période où on a eu des réunions parents-prof des conseils de classe. C'était des journées où le matin, je me levais à 5h40 pour aller au collège, parce que j'ai pas mal de transport assez tôt. Le soir, je rentrais, il était 21h30, 22h. Et ça pendant 2 semaines. Donc non, on n'est pas à 18 heures devant élève. Et puis ah oui, j'ai oublié les heures supplémentaires, puisque moi, même devant élève, je suis pas à 18 heures. Devant élève, je suis à 21, 22 heures. Donc on n'est même pas en réalité à... Je respecte même pas les 18 heures devant élève standard. J'en fais déjà plus. Donc non, on ne fait jamais 18 heures devant élève, 18 heures tout court. On fait 18 heures minimum devant élève, et ça monte largement plus. J'ai jamais calculé le nombre d'heures que je faisais dans la semaine, mais des études l'ont montré, hein, en fonction du poste, collège, lycée, etc., et de l'ancienneté, un professeur, il peut facilement taper dans les 40, 50 heures semaine. Oui, surtout qu'il faut répondre aux mails, sur le NT, faut remettre les notes dedans. Ça, tout ça, c'est pas des temps de Ouais, présence de plein de choses externes, tout à fait. il faut gérer les rendez-vous parents-prof. Quel professionnel du privé accepterait, après sa journée de travail, de faire des rendez-vous, non payés? Parce que c'est un peu ça les rendez-vous Oui, ça fait, en parents-prof, fait, ça bien fait partie de ta mission, donc c'est compris tout dans à ton fait, salaire indiciaire. exactement. Donc alors, comme tu dis, ça fait partie. Moi, il y a, je suis désolé, hein, ça me fout un peu la rage ces trucs-là. J'ai du mal à parler de ces sujets parce que, ça me donne envie de tout péter. Donc je dois être trop, sanguin, mais parce que j'essaye de comprendre à quel moment la machine a grippé à ce point-là. Tu vois, j'essaye toujours de créer le point de Bah, il manque de monde. non, non, mais il y a un moment, il y a un point d'inflexion historiquement. Il y a eu un moment où le système a commencé à basculer, où l'équilibre a été cassé. Ce point, probablement, c'est après les 30 glorieux, ça doit être fin des années 70, début des 80. C'est pas forcément, beaucoup disent que c'est au niveau de Mitterrand, mais je pense que c'est même un peu avant. Il y a un moment où il y a un truc qui commence à se casser quelque part. Ou alors ça n'a jamais vraiment très bien marché. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et je sais pas, pour le coup, j'ai pas étudié la question, mais est-ce que, Pas idéalisé non euh, plus. voilà, est-ce que sous la Troisième République, par exemple, au début du XXe siècle, est-ce qu'il y avait des problèmes de paye dans l'éducation nationale? Et c'est une vraie question naïve, hein, parce que pour le coup, j'ai pas Oui, étudié oui. la question. Alors, Et moi, peut-être bon, que, vas-y. ma mère qui a commencé à être prof dans les années 70, je crois, elle a mis 6 mois à toucher son premier salaire. Donc déjà dans les années 70, on est d'accord, il y avait des problèmes. Ouais, mais parce Ok. que et justement, parce que j'ai retrouvé, après son décès, des papiers. Alors à l'époque, c'était fait à la main, des papiers que je crois c'est l'intendant de l'établissement lui a fait 2-3 avances, justement le temps que ce soit régularisé Hmm. et donc Et c'est justement problématique. On en arrive dans une société où on est assisté par tout un tas de technologies qui nous permettent d'être beaucoup plus productifs et efficaces. On a toujours les mêmes problèmes que sous la Troisième République. et ben merci Bord Gérard a compris exactement là où je voulais venir. C'est bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Effectivement, bien sûr que c'est ça, c'est la construction européenne. Mais je voulais que ce soit pas moi qui le dise parce que sinon, tu vois, ça fait genre trop Europe sceptique en permanence. Mais oui, non, il y a un truc qui va pas. Alors, Hypatie a posé une question. Que font les syndicats dans ton cas? Est-ce qu'ils sont là, la Ouais. FSU, le SNES? Je Le sais pas. SNES notamment. Moi, ça a été le SNES notamment qui m'a pas mal aidé parce que le relais syndical, mon collègue qui est relais syndical d'établissement, il est au SNES et donc il a contacté les, euh, les délégués départementaux, enfin tous ces contacts au SNES, et c'est eux qui ont contacté le rectorat au moment, alors que ça faisait déjà 3 semaines que le problème il durait. C'est eux qui ont contacté le rectorat et qui ont poussé à ce qu'il y ait une enquête. Et c'est comme ça que le rectorat, enfin c'est grâce à eux notamment que le rectorat a révélé l'erreur. Donc l'erreur, c'est, et ça c'est grâce au syndicat qu'on le sait,
il y a un arrêté de mise en paiement qui doit être envoyé entre deux académies quand l'agent mute. Donc moi, c'est Versailles doit envoyer un arrêté de fin de paiement à Grenoble. Ils devaient l'envoyer au mois de juin-juillet, au moment où je quittais l'académie. Et alors, soit ils l'ont pas fait, soit le papier n'est jamais arrivé. Ça, j'en saurais pas plus, je pense. Mais On peut pas envoyer un l'erreur, mail comme des gens voilà. normaux. Alors peut-être que c'est le mail qui s'est perdu, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que l'arrêté de fin de mise en paiement de l'agent, pour moi, n'est jamais parvenu à Grenoble, pour X ou Y raison. Et de ce fait, le service financier de Grenoble, TGFIP, euh, de, de l'Isère, ne pouvait du coup pas me payer. Parce qu'ils avaient aucun papier qui prouvait que j'étais plus payé par Versailles. Oui, ce qui est dingue parce que déjà, ce principe, c'est vu que les profs, d'éducation nationale, tu vois? Juste le principe du rattachement par académie est stupide. Vous devriez avoir juste un rattachement administratif et pas, tu vois, financier. Oui, C'est-à-dire c'est tout le problème de là, c'est clairement un argument contre la décentralisation là. Parce que par la décentralisation, ça oblige des communications et donc des procédures supplémentaires entre académies qui derrière amènent à ce genre de couac. Alors que si tout était centralisé au niveau de l'État, puisque nous sommes des fonctionnaires d'État, ils n'auraient pas eu besoin de savoir que j'avais quitté une académie ou quoi. J'ai juste fait mon travail et je devais être payé, c'était terminé. oui, tout à fait. Dire c'est tellement, mal fait qu'on se demande si c'est pas fait exprès, tu vois? C'est clair que ça leur permet, alors peut-être qu'en fait la réalité c'est qu'ils ne payent pas parce qu'il y a plus d'argent. Faut pas J'y ai pensé, sous-estimer. j'y ai longtemps pensé. Hein, je me suis dit, est-ce que on va arriver un jour à cette situation où il y aura plus d'argent et on va juste supprimer des pays comme ça pour économiser, ou parce que pendant un mois donné, on n'aura pas les sous nécessaires pour payer les fonctionnaires. Je crois que Ça arrive en caisse, hein. voilà. Mais je crois que notre fonctionnement à nous, le fonctionnement de nos lois de finances nous empêcherait d'être dans cette situation. En tout cas pour un temps court à moyen. Mais j'ai un peu du mal à y croire. Et On est-ce verra. que tu as pu, parler ou échanger avec d'autres professeurs qui étaient dans la même situation? Non, malheureusement, si, j'ai pu échanger avec des collègues une collègue notamment de mon établissement a été dans la même situation que moi par le passé. Alors elle, la différence, c'est qu'elle est contractuelle. Elle est contractuelle dit CDIsée, c'est-à-dire que c'est une contractuelle qui est sous CDI. Donc son contrat est reconduit, enfin, et Oui, ça veut dire que ça elle doit est être trop automatiquement, ouais, voilà, trop elle est automatiquement réembauchée, réaffectée chaque année. Elle n'a pas besoin, comme beaucoup de contractuels, de re-signer un contrat à chaque mois de septembre. Donc ça lui permet d'avoir une certaine stabilité. Alors elle est dans discipline, c'est en musique, et c'est une discipline qui va manquer de personnel et qui en plus du fait qu'il y a peu d'heures par établissement nécessite une grosse mobilité. Et donc je pense que ça a arrangé tout le monde qu'elle soit CDIsée. Et malgré ça, malgré son CDI, ça lui arrive de temps en temps de pas être payé. Alors là, ça lui est pas arrivé depuis plus d'un an, je crois, plus d'un an ou 2 ans. Mais ça lui est arrivé alors qu'elle était sous CDI depuis 10 ans dans l'éducation nationale en tant que contractuelle, de pas être payée. Il y a eu pour elle aucun changement d'adresse, aucun changement de compte bancaire, aucun changement de situation. Elle a même été dans le même établissement à ce moment-là que l'année précédente. Et malgré ça, elle n'a pas été payée. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai pu échanger un peu avec elle. Et pareil, elle a reçu le même genre de discours. Des gens du rectorat qui lui disaient mais madame, c'est normal ce qui vous arrive, voilà ce qui s'est passé. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Euh, Certains disent oui parce que tu es contractuel, c'est normal. Les fonctionnaires, ceux qui ont passé le concours, ils sont dans un salaire beaucoup plus stable. Alors déjà la preuve, non, j'en Non. suis la preuve vivante. Et en plus, c'est pas une excuse pour autant parce que le débat sur les contractuels dans l'éducation nationale, il peut se faire sur la question de la stabilité de cet emploi, la stabilité du statut de fonctionnaire. Mais le débat, il doit surtout pas se faire sur est-ce que du coup on peut se permettre de pas payer certains mois les contractuels parce qu'après tout ils ont pas passé de concours. La personne a effectué son travail, elle doit être payée, qu'elle soit contractuelle, qu'elle soit fonctionnaire, peu importe, c'est pas ça le problème. Si Ouais. tu veux un exemple de situation similaire par chez moi, j'ai fait une formation quand j'ai commencé mon poste d'AED dans un collège, euh, où Alors AED, le explique-moi CPE, c'est, hein, AED. assistant d'éducation, Ah. c'est les gens qui sont en vie scolaire, qui gèrent les problèmes Les pions, quoi. entre ben justement, pas que ça. Parce que avant c'était surveillant.
mais ils t'ont rajouté tout un tas de tâches en plus pour le même salaire. Tu veux dire que Donc le c'est pion est pire. devenu cavalier? Non, tu fais le suivi pédagogique des élèves qui ont une AESH, qui ont des PAP, des PAI. Je vais pas développer ce que c'est parce que ça m'énerve. Mais en fait, tu fais toute la vie de l'établissement pour même pas un SMIC. Et c'était à Toulouse, un établissement où les AED n'ont pas été payés, les contractuels, parce qu'il y a quelques-uns qui sont CDIsés aussi. Et ben ils sont foutus en grève, 3 jours après, ils étaient payés. Mais parce que la vie scolaire paralyse l'entièreté de l'établissement. Un enseignant seul qui se met en grève, tout le monde s'en fout. Tu vois, c'est le problème aussi de ta position dans cette hiérarchie. Nous, en vie scolaire, on est tout en bas en termes de paye, en termes d'heures, en termes de conditions de travail. Mais par contre, on est la pierre angulaire de tout l'établissement. Et si nous, on se met en grève, l'établissement ferme. Mais généralement, c'est dans toute hiérarchie, ceux qui sont le plus bas en termes de conditions salariales ou d'autorité ou de je ne sais quoi, quel que soit le critère hiérarchique que tu prends, la classe qui est tout en bas est celle qui peut faire le plus bouger les choses quand elle se mobilise. Parce que c'est souvent celle qui est le moteur de l'entièreté du système. Et Ouais. effectivement, quand tu as une vie scolaire qui ne fonctionne pas, tu as un établissement qui est mort. Quand un prof ou une petite équipe de profs fait grève, au pire est quoi? Bah, les élèves qui devaient prendre, ils iront en études. Donc c'est la vie scolaire qui va s'en occuper. Le jour où la vie scolaire est pas là, personne peut faire rentrer les élèves dans le collège, personne peut s'occuper d'eux quand ils ont pas cours, personne ne les fait aller à la cantine, personne ne s'occupe de leur suivi, c'est un collège mort. Ouais, c'est la même chose que pour la cantine, hein. Quand la cantine, Pareil, le jour où le personnel d'un collège décide de pas travailler, bah tu te retrouves avec des salles qui sont immondes, des poubelles pas vidées, une cantine pas préparée, donc pas de nourriture accessible, toute une série de tâches qui sont considérées comme dégradantes aux yeux de certains, mais qui, quand elles ne sont pas effectuées, détruisent totalement la vie du collège, d'un lycée, peu importe. alors Ankou Stinger dit: «J'ai été pion dans un lycée, les 4 CPE se sont foutus en grève, les adjoints du proviseur et les pions ont fait le taf et personne ou presque n'a vu la différence». Alors ça marche sur peu un si la grève est courte, hein, mais si ça devient, long, Une semaine de grève pour les CPE, je te jure que l'établissement, il est en feu. on non, mais ce qui est sûr, c'est que, heu, ce je vais lancer un concept. Avant, on parlait, la fonction publique, c'était la sécurité de l'emploi. Maintenant, la fonction publique, c'est l'insécurité de l'emploi. Oui, mais en fait, Ouais. ils ont juste Normalement, généralisé ça à toute la société. Hein. non, non, mais c'est Si, c'est regarde, important. EDF, c'est pareil, le service de la Oui, SNCF, c'est mais pareil, l'hôpital, c'est pareil, partout, c'est pareil, partout, partout, mais c'est pas partout, forcément partout. tous les fonctionnaires. Là, on parle des fonctionnaires, bah, la fonction publique, c'était la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, c'était la garantie de toucher son salaire, la garantie, d'avoir un plan de carrière avec des évolutions, d'indices, de machins, de trucs, mais aussi, donc ne pas être envoyé, en cas de problème. Mm. Et là, bah, si on n'a pas alors déjà les évolutions de carrière et les points d'indice qui montent, ça fait longtemps que beaucoup ne les ont pas vus. Il y a eu des revalorisations il n'y a pas si longtemps parce que l'inflation avait tellement été importante que, bon, quand même, ils se sont dit: «Il faut revaloriser le point d'indice». Mais maintenant, en plus, il y a même pas de salaire, on peut tous les verrous sautent et demain, effectivement, certains disent qu'il faut, favoriser le renvoi des fonctionnaires. Bah, alors, il y aura plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas la garantie de toucher son salaire. Parce que c'est ça aussi qui est dangereux. Si demain les réformes que certains veulent passer, qui précarisent les fonctionnaires, c'est-à-dire qui rendent possible le renvoi des fonctionnaires à la fonction publique. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un jeune prof comme toi qui touchera pas son salaire? Ben il se taira. Parce qu'il aura peur que même ce salaire différé, il le touche pas. Il y a un formateur à l'INSPE, quand j'étais à l'INSPE, quand je me préparais au concours, qui disait cette phrase: obtenir le concours de la fonction publique, c'est comme gagner au loto. Parce qu'en fait, tu t'assures un salaire d'1 million réparti sur toute ta vie, Mmh. en gros. C'était une vision de voir les choses. Aujourd'hui, c'est même plus vrai, en fait. Parce que passer un concours ne t'assure plus du tout le salaire. Et c'était une des principales motivations de beaucoup. Quand tu avais toute cette génération
qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale et qui sortaient dans les années 50 faire leurs études, qui partaient de province. T'avais toute une génération de provinciaux entre guillemets qui étaient envoyés faire les concours de la fonction publique par leurs parents parce qu'on se disait ah ça y est, nous on a été dans la misère, on a été paysans, on a été marins, on a été plein de choses et la fonction publique va sauver notre enfant de la misère familiale, ça va lui assurer un emploi et un salaire à vie. C'était il y a 70 ans ça, c'est pas très vieux, c'est même plus vrai. Et si aujourd'hui il y a plus ce verrou-là, qu'est-ce qui attirera les gens dans cette fonction à l'avenir? Outre la poignée de fada de la République et de ce qu'elle, de son côté philosophique et intellectuel, qu'est-ce qui va attirer dans le pas grand monde, plus grand monde malheureusement, mais à part cette poignée-là, qu'est-ce qui va être attirant dans ce métier? Le privé? Le privé. Alors il y a beaucoup de questions. Tout à l'heure, il y a eu un commentaire comme ça justement qui disait bah, vous avez qu'à aller dans le privé. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que déjà le privé donc de l'enseignement dans l'enseignement dépend beaucoup du public et puis aussi c'est tout simplement pas nos valeurs. Pour beaucoup, on est quand même attaché à l'idéal de la fonction publique et privatiser l'enseignement, c'est la valeur de, c'est pas la valeur des enseignants aujourd'hui. C'est pas leur valeur. Tu te retrouves avec des enseignants de bonne volonté, des gens qui ont des connaissances, qui ont des capacités, des compétences. Mais pour des questions d'argent, ben, c'est mieux de les laisser à part, dans leur coin, et puis on leur enlève des moyens, Mm. puis en fait on leur répond plus, puis en fait les gens ils vont en burn-out, ils se cassent. Là, on parle d'enseignement, mais c'est quelque chose d'assez généralisé. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui est médecin en hôpital public, qui a pas été payé pendant 2 mois là, au mois de septembre et octobre, je crois. Je crois que c'est pire justement dans la santé publique, les questions de paye. On avait reçu Axel qui est une Oui. camarade et une amie. Mais voilà, tout ça correspond à des directives qu'on peut appeler soit européennes, capitalistes, néolibérales. Tu les appelles en réalité comme tu veux, mais toutes ces directives-là de privatisation, de réduction des coûts, de réduction des effectifs, de réduction des infrastructures, euh, toujours au profit du privé. J'ai envie de revenir sur EDF, hein, les autoroutes aussi, qui étaient censées être gratuites et qui se retrouvent dans les mains des Et concessionnaires. ce matin, je suis tombé sur une vidéo traitant du prix du billet de train. C'est Le Monde qui a fait une vidéo là qui est sortie hier ou avant-hier sur le prix des billets de train, l'explication du prix des billets de train. Et j'ai appris, je savais pas, mais que dans ton prix de billet de train, que ce soit un TER ou un TGV, tu payes une taxe de péage en fait de l'utilisation de la ligne. Et cette taxe, elle est payée par SNCF Voyageurs à SNCF Réseau. Euh, donc c'est-à-dire un circuit mort, mais qui se fait au détriment de ton portefeuille à toi. Oui, donc ils s'envoient du pognon en interne. Oui. Voilà, et à toi ça te coûte juste plus cher. Toi tu n'en reçois aucun bénéfice. Et d'ailleurs Ça marchait très bien sans. oui Quand bien sûr, c'était une seule grosse entité publique. tout à fait. Euh, c'est d'ailleurs à la fin de la vidéo du Monde, il y a un truc qui est un peu problématique parce que la journaliste explique que la meilleure solution pour réduire les prix du billet de train, c'est la mise en concurrence. Euh, Ça me fait bien rire parce que au-delà, on peut peut-être réfléchir à la mise en concurrence dans plein de domaines, mais alors le train, je vois vraiment pas comment ça peut être efficace à long terme, dans le sens où t'as une ligne de rail, t'as des rails, t'as un réseau qui est fixe. À mettre en concurrence deux personnes qui doivent exploiter deux personnes, voire même 10 ou 15, qui doivent exploiter la même ligne, sans centralisation des décisions de passage. En moins d'une semaine, t'as un premier accident parce que ils auront voulu se tirer la bourre entre deux entreprises en voulant se choper la même ligne et puis derrière c'est l'accident. Enfin, c'est pas possible sur un réseau ferroviaire de mettre en concurrence aussi durement que ce qui est attendu. Quand il y a Ça deux doit être trois simple. entreprises encore, je dis pas quand tout, voilà, mais quand tout est piloté par l'État et qu'on a peut-être une entreprise étrangère qui vient parce que elle fait une ligne transnationale, je dis pas, effectivement, là ça peut être logique, mais si demain n'importe qui peut ouvrir sa boîte, sa compagnie de transport ferroviaire et exploiter les lignes qui ont été construites par l'État et par la SNCF pendant 100 ans et se mettre en concurrence dessus, ça marchera pas. Et il y a plein de fonctions comme ça de l'État, des fonctions régaliennes
qui, si elles se mettent en concurrence, ne pourront conduire qu'à l'abîme. Et on y va droit dedans. Mais bon, il faudra les arrêter avant. Tout à fait. Tic, tic, tic. À quelle heure tu dois décoller? Bon, là, je vais pas tarder, là. Si jamais tu veux parler d'autre chose ou quoi, peut-être. Bah là, non, j'ai fait à peu près le tour de ma situation, mais Est-ce que pour tu moi, veux c'est déjà... remercier des gens? Ah bah remercier, oui. Enfin, je sais pas si tous vont voir ce Est-ce que tu as une passage-là, liste? mais j'ai une liste longue comme le bras et je vais peut-être pas dire leur nom parce qu'ils ont peut-être pas tous envie d'être cités, mais en fait, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Je vais remercier déjà ma famille et ma compagne qui m'ont beaucoup soutenu, mais remercier les collègues, remercier les syndicats, remercier les élèves qui ont été d'une compréhension inouïe pour des gamins de 12, 13, 14 ans qui ont beaucoup plus de logique que tout le fonctionnement bureaucratique de l'institution. Parce que quand on écoute un élève de 5e qui vous dit bah vous êtes pas payé, non. Ah bah on a qu'à, pourquoi ils font pas un virement? Oui, merci, c'est logique. Tu as 12 ans, tu as beaucoup plus de logique que toute l'institution. Donc voilà, c'est très Mais touchant de voir ça. Et puis oui, ouais, en fait, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que parce que au travers de ta situation, tu as justement ces jeunes qui se disent: «Tiens, je sais pas si le rectorat s'en rend compte». Ils se rendent compte, mais le mec, il est prof, ben, notre prof d'histoire, il est censé travailler pour l'État, il est pas payé. Dans la construction mentale de ces jeunes collégiens, probablement auc même s'ils oublient cette histoire, inconsciemment, ils vont se dire: «Travailler pour l'État, c'est un mauvais plan». bah il y aura alors je sais pas C'est là-bas. s'ils ont la conscience à cet âge-là concrètement que il y a l'État qui est derrière tout ça. Pour eux, c'est les termes ils les ont, mais je sais pas s'ils en font le lien. S'ils le font, effectivement, c'est de voir cette histoire-là en tant qu'élève, ça peut en démotiver certains à l'avenir de travailler pour ça. J'ai une élève qui veut devenir professeur. Mmh. Je suis épaté par sa motivation à son âge, à 14 ans, à vouloir devenir professeur. Euh, Au vu de ce Elle vient qu'elle d'une voit, ce qu'elle famille de sait. profs? Oui, je crois. Voilà, ça ça aide. Mais tu sais, non, tu sais, moi j'ai beaucoup d'amis, enfin beaucoup. J'ai des amis qui sont des enfants de profs et qui m'ont dit, moi, pour rien au monde, je veux devenir prof parce que j'ai vu mes parents l'être. Ça peut démotiver, au contraire. Mmh. Donc non. Et puis, et puis je voulais aussi remercier bah, les parents parce que les parents, c'est. Au début, j'avais un peu peur de l'annoncer aux parents parce qu'il y a toujours ce côté quand on va dire aux parents, écoutez, là, je suis pas payé, donc je remets en cause le travail que je vais effectuer. On a toujours un peu peur que certains parents se disent petit branlot de fonctionnaire que vous êtes, mettez-vous au travail, surtout que vous êtes payé à être à 18 heures semaine, ça va, vous pouvez quand même bosser un peu, sans parler des vacances. Et effectivement, c'est pas du tout les réactions que j'ai eues, donc c'était hyper plaisant et gratifiant de voir un tel soutien de la part des parents, et ça, je l'oublierai jamais. Sur les questions de paye, comme ça, il y a quand même une sacrée solidarité, hein, c'est comme on en parlait tout à l'heure. C'est les sujets plus précis, que ce soit la laïcité, que ce soit les repas à la cantine. Là, il y a beaucoup, ça s'écharpe beaucoup plus. Oui, c'est ça. Mais Et, quand ça touche l'humain et la dignité humaine, globalement, en termes de l'argent, tout le monde est d'accord. et j'espère que à l'avenir, cette histoire, cette situation aura créé une solidarité entre l'équipe enseignante et les parents, les élèves. Et j'espère que cette solidarité, elle restera sur d'autres problématiques à l'avenir. Alors, Jordan, justement, parce que je vois Fred Krum qui pose la question: «Et comment, ta situation influe-t-elle, sur ta, façon d'enseigner?» Moi, j'ai une proposition à te faire, si, tu n'es toujours pas payé en janvier, c'est que tu changes le programme et tu commences par la révolution de 1870, la Commune de Paris, et que tu expliques à toutes les classes comment, on fait pour prendre le pouvoir, passer en autogestion, et l'histoire révolutionnaire de notre pays et justement les problèmes de lutte des classes. Peut-être J'y que avais là, pensé. J'y avais heu, pensé effectivement que je m'étais dit si jamais ça continue comme ça, je ne suis plus payé, je ne suis donc plus fonctionnaire à leurs yeux, donc je n'ai plus le devoir de réserve, donc aucun problème pour profiter de mes heures de cours non payées pour faire de la propagande politique s'il faut.
La lutte des classes, ça rentre dedans? C'est très compliqué. Disons que les programmes, je pourrais en parler, ça je pourrais en parler des heures, mais pour la faire courte, quand tu regardes les programmes, notamment les plus politiques, c'est-à-dire programmes d'histoire-géographie au collège-lycée et programmes de SES au lycée, tu as clairement un prisme, malgré ce que essaie de te vendre l'éducation nationale qui veut viser la neutralité et l'éclaircissement des esprits de chacun. Il y a un prisme. Le prisme, il est quand même assez néolibéral et européen, européiste. Parce que si je prends par exemple le cas de la SES, alors je sais plus en quelle année au sujet du bac, il y a eu un sujet du bac il y a 2-3 ans, les professeurs les collègues de SES étaient outrés parce que le sujet du bac visait en fait à faire une dissertation qui chantait les louanges du libéralisme économique. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 2-3 ans. Parce qu'il y a, parce que bon, j'ai Pardon. 22 ans, assez jeune, hein, tous les deux, mais le bac que j'ai passé de SES, me semble-t-il, qu'il nous demandait justement quel avantage a le libéralisme dans les questions économiques et culturelles. Mm. Et bon, nous, on avait un syndicat à ce moment-là très très à gauche, et ma classe était très très à gauche. On s'est tous foutus de la gueule du prof, il nous a expliqué les sujets, et lui-même était un peu dépité du sujet en disant bah ouais, c'est pas ce qu'on a fait, ça n'a aucun rapport, ça vient Ouais. d'en haut. Bon, encore une Alors, fois, ça vient d'en haut. la SES, c'est assez tendancieux à ce niveau-là. Et en histoire géo, il y a tout un prisme. Par exemple, mais ça j'en avais parlé déjà, je crois, à Pedro une fois. Il y avait, ça m'a beaucoup fait rire. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai regardé donc les programmes, je regarde les bulletins officiels du programme, et je vois en quatrième, et alors en quatrième et en première, il y a dans l'histoire, le programme d'histoire, la Révolution française. Et le thème est intitulé Les révolutions en Europe. Pour Alors, parler de 1789 par exemple. Et la révolution en Europe. Tiens, tiens, tiens. Alors que historiquement, enfin je veux dire là c'est même pas un prisme politique de ma part, je veux dire que historiquement ça a été démontré par beaucoup d'historiens. La période de la Révolution française, c'est une période où l'Europe dans son entièreté s'est liguée contre la France pour abattre l'idéal révolutionnaire qu'elle portait. Et ça a été prouvé maintes et maintes fois. Les seuls révolutionnaires qu'il y avait en Europe, me semble-t-il, à part les Français, c'était une partie des Polonais, une partie des Italiens, Mm. et c'est tout. non, il Globalement, existe Je vas-y. dis des bêtises. partout. Non, 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 mais mais de manière générale, tu peux pas, voilà, tu peux pas dire que moins contre-révolutionnaires. il y a eu des révolutions un peu partout en Europe, mais de l'ampleur de celle de la France, il n'y en a pas eu. Et surtout, quand la France a mené sa révolution, l'entièreté de ses voisins européens se sont ligués ensemble pour abattre cette république naissante. L'entièreté, Suisse exceptée. La différence sociologique qu'on a eu dans les révolutions, c'est que en France, ça a globalement touché toutes les classes du peuple, que ce soit la bourgeoisie ou le proto-prolétariat. Là où dans le reste de l'Europe, c'est surtout les bourgeoisies qui ont fait leur révolution. Oui. Et en fait, il faut attendre Par des descente. années avant d'avoir des révolutions prolétaires dans d'autres pays, comme la Russie. Il faut attendre 1917. Enfin, je veux dire, c'est euh, sur la fin du 18e, la France était esseulée à ce niveau-là. Et donc je trouve ça très traître de mettre dans les programmes d'histoire qu'en fait tu aurais toute une classe transnationale qui se serait liguée contre les monarchies européennes, alors que c'est globalement faux. La France qui a mené sa propre révolution a eu une guerre sanglante qui a été menée contre elle par l'entièreté de ses voisins. Alors, tu vois, ça, j'avais offert ça à mon fils, donc grande encyclopédie visuelle, donc de Gallimard Jeunesse, et justement, il y a une page, les révolutions, où tout est mis au même niveau, dont la Révolution française, tu vois, qui est mis en haut, et par exemple, 1870, ça n'existe pas. Et donc, tu as des micro-trucs, des micro-révoltes qui sont mis au même titre que la Révolution française. Ce n'est qu'un point sur la frise. Voilà. Oui, mais même la commune est assez peu exploitée dans les programmes de l'éducation nationale, et je parle même pas après de d'autres problématiques comme là je parle d'histoire, mais même en géographie. Il y a tout un chapitre de géographie en troisième dont le titre c'est La France dans l'Union européenne. Et l'étude de la France ne se fait qu'au travers de sa place au sein de l'Union européenne. Enfin, il y a tout un prisme. On peut pas dire que les programmes soient neutres. Mais je me souviens de ça parce que là je le retrouve pas, mais c'était dans le bouquin d'histoire, hein, ce truc-là, les révolutions. Justement, je me souviens que j'avais été choqué aussi de voir que la, la, la Révolution française était totalement minimisée
comme juste un élément et pas, tu vois, genre, un élément au même titre que les autres. Il y avait aucune hiérarchie et d'ailleurs, c'est un des vrais problèmes, moi, que j'ai avec l'enseignement de l'histoire géo, de nos jours. C'est, que, tu sais, c'est cet apprentissage de l'histoire, de manière, comment ça s'appelle? Non linéaire. Alors, Jordan est parti, peut-être qu'un élève Alors, vient lui c'est juste, apporter sa paye. c'est juste, j'ai téléchargé mon chargeur, pardon. Non, on s'est dit: «Ça y est, le rectorat est arrivé, il a vu le live et il y a quelqu'un qui arrive avec un chèque. Tiens, Jordan, demain». Avec Parce qu'en fait, une belle cérémonie. on aurait eu un scoop comme ça. Ouais, C'est faux, c'est juste la gendarmerie qui vient te chercher parce que tu as rompu ouais. ton droit de réserve, ton devoir Ouais, de non. réserve. Enfin bref, merci beaucoup Jordan. De toute Bah façon, non, et tu es merci à vous parce que c'est notamment par les médiatisations de ma situation que les choses ont pu s'accélérer. Alors vous, alors d'autres confrères et de médias plus locaux, et c'est grâce à ce genre d'action médiatique que ça avance aussi. Il faut une action syndicale, mais il faut aussi une action médiatique. de toute façon, on est tous derrière toi. Je pense que Merci. je suis pas sûr qu'il y ait une seule personne ici et que ce soit dans les commentaires qui trouve normal ta situation. Je crois que même le plus libéral des libérales, s'il bosse, il veut être payé. Tu Ouais, vois? c'est Donc clair. je vois, peut-être qu'il y a un moine bénédictin, qui travaille pour la gloire qui doit se dire, «Ouais, mais moi je travaille pour la gloire», tu vois? Mais je crois que même les moines sont payés. Je suis pas sûr qu'ils soient gratuits les moines. Oui, ils reçoivent un équivalent de salaire alors qu'ils soient en nature ou en espèces. Mmh. Et de toute façon, je pense qu'on va porter encore, on va en parler et si demain, n'hésite pas, parce que je suppose que le virement arrive à une heure inconnue dans la journée? Parce Bah, qu'en plutôt le plus matin, je pense. C'est plutôt le matin, normalement. mais le virement immédiat ou pas? Ou tu as encore la blague de ta banque, le temps que ça Non, non, tombe? moi, c'est assez rapide avec ma banque. Non, si je l'ai je devrais l'avoir le matin. OK, bah, tu nous préviens Ok, parce que avec et plaisir. s'il y a pas, On fera un post et on le relaiera partout. On va Ah, faire ouais, un merci. non, et buzz, je on va pense cramer les records. il faut se déplacer et si tu te déplaces, on ira parce que il faut que tu sois pas seul par rapport à ça et il faut qu'il soit capable d'expliquer réellement pourquoi et est-ce que ceux qui sont en face de toi sur la table, est-ce que eux ils accepteraient pour eux-mêmes? Bien C'est sûr. ça quand tu dis: «OK, ça arrive, mais est-ce que vous l'accepteriez?» Et là, d'un seul coup, tu vois que les gens, c'est plus la même. «Ah ouais, non, mais c'est pas si, c'est pareil. Est-ce que Mmh. vous accepteriez d'être 3, 4 mois, 5 mois sans salaire, de cette manière-là?» Bon, bref, Ouais, tout à heu, fait. Oui, c'est si jamais t'es pas payé, on ouvrira une cagnotte à ce moment-là, oui. Ça me touche, merci. bah, oui, parce que là, Mais c'est ça va être compliqué sinon, on n'a pas envie que tu Mmh. passes l'armago. Mmh. et après, il y a d'autres alternatives. Non, je plaisante. Non, pas Heu, celle-là. ouais, hein? Pas C'est celle-là, des d'accord. nerfs, ça fait pas mal. Voilà. Je rassure, l'algorithme de YouTube, ce ne sont pas des vraies armes, c'est Bien sûr. Ce sont des répliques, parle pas d'armes, parle de répliques. exactement, non, mais ça tire des balles en mousse. Ça tire rien du tout, ça tire rien du tout, Ça tire Pedro. même pas non, même pas les balles en mousse, ça tire rien du. Bon, C'est obstrué. Ça propulse. Ça tire pas, ça exactement. propulse. Bref, Merci beaucoup. Bah, merci à Merci à vous. toi, Tristan, d'avoir participé. Merci à Mmh. tous et ben, on vous dit à demain. Alors ce sera demain le dernier live avant les vacances. Alors il y aura d'autres émissions pendant les vacances, mais probablement il y aura une petite césure parce qu'on a encore plein de vidéos. Je crois que j'ai une vingtaine de vidéos non montées, en cours et voilà, mais il y aura plein de contenus donc vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y aura pas des matinales qu'il y aura pas des choses qui vont se passer pendant jusqu'au 6 janvier. une Et dernière donc, chose avant de terminer, Pedro. oui, Je vous mets dans le chat. Alors sur YouTube principalement, vous avez un formulaire de contact si vous souhaitez intervenir sur la matinale, présenter des actions, des revendications, vos idées, ce que vous voulez, tant que c'est intéressant. Je vous laisse le remplir correctement, remplissez-le bien si vous voulez vraiment participer. Euh, et comme ça, moi, je reviens vers vous et pour planifier du coup les émissions de la matinale de la nouvelle année. Tout simplement. voilà, n'hésitez pas et si vous avez des
On va bientôt commencer, puisque j'ai commencé à préparer les premières émissions sur les scandales de corruption. Je vous cache pas que c'est tellement déprimant. Mais on va retrouver l'argent pour le rendre à Jordan. Hein. Merci. Franchement, si le prochain slogan, je crois que je vais convaincre Georges, le prochain slogan pour la présidentielle, ce sera « On va aller chercher par la peau du cul ». Voilà. Et ça sera glorieux. Exactement, non, parce que franchement, allez, bon bref, ça se passe de commentaires, mais je pense que tout le monde a compris. Bonne journée à tout le monde. Merci. Salut.